Rebonjour tout le monde. Hello everyone. My name is Daniel Bélan. I'm the director of the McGill Institute for the Study of Canada. Et c'est le temps déjà de conclure cette conférence. Je vais parler quand même assez brièvement de la conférence, d'un thème en particulier qui me tient à cœur et ensuite de l'avenir de l'Institut d'études canadiennes de McGill avant de procéder à quelques remerciements. Donc, je suis très heureux, évidemment, du déroulement de cette conférence. C'est déjà la fin. 2 jours de débat, de discussion, toujours polie et constructive, mais quand même avec certaines différences d'opinion. Et une conférence qui a vraiment couvert beaucoup de terrain. Alors, je voudrais commencer ici en parlant des thèmes principaux qui ont été abordés durant la conférence. C'est une sorte de récapitulation très sommaire, mais je veux quand même mentionner ces thèmes un après l'autre très rapidement et évidemment remercier tous nos panélistes. On a eu vraiment des contributions remarquables, d'excellents modérateurs, des présentations, des discussions animées. Donc, on a commencé vraiment, au tout début, il y avait une discussion entre David Johnston et Charles Bronfman au sujet de la création de notre institut. Et je vais revenir à cette question-là plus tard de l'Institut en tant que tel, parce que c'est notre 25e anniversaire. Mais après ça, on a eu une discussion sur l'unité nationale. Et c'est un enjeu qui reste important au Canada. Évidemment, quand notre institut a été créé au milieu des années 90, c'était à l'époque du référendum, évidemment, du deuxième référendum sur la souveraineté au Québec. Il y avait aussi pas mal de tensions concernant l'aliénation de l'Ouest et plusieurs enjeux concernant le fédéralisme, notamment le budget de 1995 avec des coupures dans les transferts vers les provinces. Alors, on avait beaucoup de débats sur l'unité nationale à l'époque. Et aujourd'hui, l'unité nationale reste un enjeu important, même si au Québec, la souveraineté reçoit moins d'appui qu'au milieu des années 90, évidemment, et que, il n'y a pas de référendum sur la souveraineté à l'horizon au Québec. Donc, c'est une situation très différente de ce qu'on vivait quand même il y a un quart de siècle, un peu plus d'un quart de siècle. Pour ce qui est des autres régions du pays, je pense qu'on a beaucoup parlé récemment de la situation dans l'Ouest, surtout en Alberta et en Saskatchewan. Une situation qui est liée à des enjeux historiques. La question des ressources naturelles dans l'Ouest, surtout en Saskatchewan et en Alberta, a fait la manchette depuis leur création en tant que province en 1905. Et c'est important de comprendre que le débat sur le contrôle des ressources naturelles est très important dans ces provinces et ailleurs, évidemment, au pays. Mais ce qui se passe en ce moment en Alberta, dans Saskatchewan, est lié, je pense, au contrôle politique à Ottawa, qui est libéral, alors qu'on a 2 provinces contrôlées par des partis de droite, Parti conservateur uni en Alberta et Parti de la Saskatchewan en Saskatchewan. On a des tensions au sujet du développement économique, des ressources naturelles, de la péréquation, et je vais revenir sur ce sujet-là plus tard, mais aussi de l'équité au sein de la Fédération canadienne, et c'est toujours un enjeu important quand on parle d'unité nationale. La réconciliation, je pense que depuis 25 ans, on a fait beaucoup de chemin, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est clair, en écoutant nos panélistes, donc hier, concernant la réconciliation, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait il y a 25 ou 30 ans. Il y a une conscientisation plus élevée de la part de la population canadienne en général, mais il y a toujours de la résistance, il y a toujours des problèmes énormes sur le terrain, sur le plan de l'accès à l'eau potable dans certaines réserves, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la question de l'enfance, de la petite enfance, des questions des inégalités économiques, de la pauvreté. Et il y a aussi, évidemment, les legs historiques, notamment la question des écoles résidentielles pour les Autochtones, de triste mémoire, évidemment, et la question du colonialisme de façon plus générale.
Donc, il y a des différences à travers le pays, de la façon dont on perçoit la réconciliation. Et aussi, il y a une mosaïque de peuples autochtones, hein? Donc, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et quand on parle des Premières Nations, il y a un grand niveau de fragmentation à ce niveau-là. On parle d'environ 5 de la population et vraiment d'un enjeu qui est essentiel et qui est lié, je pense, de plus en plus à la question de l'unité nationale et la question de l'avenir du Canada en général. Et je pense qu'on a beaucoup appris lors de la discussion d'hier sur la façon dont les Autochtones perçoivent la réconciliation. Et il y a plusieurs façons justement de comprendre ce que ça veut dire. Et il y a plusieurs enjeux. L'enjeu évidemment économique, l'enjeu environnemental, l'enjeu gouvernemental, de gouvernance, d'autonomie gouvernementale pour les peuples autochtones, et aussi la question de reconnaissance, peut-être reconnaissance constitutionnelle, mais au moins reconnaissance politique des langues autochtones, des cultures autochtones, de la contribution des peuples autochtones à la vie canadienne. La lutte contre le racisme, c'est un enjeu qu'on a abordé avec Terry Givens, professeur de sciences politiques à l'Université McGill, donc c'était son discours de ce matin. Mettre ça dans une perspective internationale. Parce que quand on parle de la lutte contre le racisme, on sait très bien que le racisme, est un phénomène qui malheureusement se retrouve partout sur la planète. Et de nombreux pays font face à vraiment des débats importants sur le racisme. Et c'est le cas du Canada. Et je pense qu'avoir quelqu'un comme Terry Givens, qui a étudié la situation aux États-Unis, mais aussi et surtout en Europe, vraiment nous éclaire sur les défis auxquels on fait face. Certains ont commenté sur la montée du Parti populaire de Maxime Bernier lors de la dernière campagne fédérale, obtenu presque 5 des voix. Évidemment, c'est lié, je pense, à la situation de la pandémie, mais en raison de notre système électoral, ça n'a pas résulté en siège pour le Parti du peuple, mais il faut quand même prendre, je dirais, cette situation-là au sérieux et aussi prendre au sérieux ce qui se passe en dehors de l'arène politique sur le plan vraiment des médias sociaux, par exemple, du discours social en général, où il y a beaucoup de racisme, des groupes haineux qui sévissent, souvent de façon impunément. Et donc, je pense que c'est un enjeu important. Il y a aussi un débat ici au Québec sur le racisme systémique, sur le racisme systémique et un débat sur les définitions. Mais au-delà des définitions, je pense qu'il faut vraiment reconnaître l'importance de la lutte contre le racisme. Et cette lutte contre le racisme est aussi liée à la question autochtone dans le contexte canadien. Et ça, c'est important de prendre ça en considération. Donc, montrer le lien entre les différents thèmes, en discuter à la conférence, c'est évidemment ce que je suis en train de faire. Le Canada dans le monde, enjeu fascinant, enjeu important. Comme on l'a vu un peu plus tôt cet après-midi lors de notre panel, et je pense que c'est notre ami Roland Paris qui a mentionné ça, que le Canada est devenu parfois un peu complaisant. Le Canada a une bonne réputation à l'étranger, mais n'a pas vraiment renouvelé sa vision en matière de politique étrangère. Et aussi, on l'a vu depuis 2015, sous donc les gouvernements Trudeau successifs, on a eu 5 ministres des Affaires étrangères de suite. C'est beaucoup. Imaginez si on avait 5 ministres des Finances en 6 ou 7 ans. Les gens dans le monde des affaires, les gens dans le monde de la finance publique seraient probablement un peu nerveux et même mécontents. Alors, il faut se rendre compte que la stabilité, c'est important et on souhaite évidemment bonne chance à Mélanie Joly. Mais au-delà de la personne qui tient les rênes de la politique étrangère, en tout cas qui est ministre, il faut vraiment avoir une discussion sur le rôle du Canada dans le monde, la politique étrangère, au-delà même de qui est au pouvoir, ce sont les libéraux ou les conservateurs, mais vraiment, quelle est notre vision? On a articulé une vision dans l'après-guerre et même après la fin de la guerre froide, mais beaucoup de choses ont changé et le monde vraiment évolue rapidement.
Et je pense que ce que j'apprends, moi, de notre panel, de la belle discussion qu'on a eue plus tôt cet après-midi au sujet du rôle du Canada dans le monde, c'est qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Évidemment, on l'a vu durant la dernière campagne électorale, ce n'est pas une question qui intéresse nécessairement beaucoup les électeurs. Et on a tendance dans les débats, par exemple les débats télévisés, les débats durant la campagne électorale, à parler de crise. Donc, on a eu la crise de la renégociation de l'ALENA sous Donald Trump. Ensuite, la crise avec les deux Michael et la Chine, et l'affaire Meng Wanzhou, et évidemment aussi bon, la COVID. Mais je pense que si on ne fait que réagir aux crises comme ça de façon ponctuelle, on peut perdre la vision. Et il faut retravailler notre vision, ne pas s'asseoir sur nos lauriers, ne prendre rien pour acquis. Sinon, je pense que le rôle du Canada dans le monde, du point de vue diplomatique, en tout cas, pourrait vraiment décliner de façon irrémédiable. Donc, il faut vraiment agir. L'environnement et les changements climatiques, on parle d'action. Bien, encore là, ça fait partie de notre mission du Canada dans le monde, de jouer un rôle de leadership en matière de changement climatique. Et évidemment, c'est un enjeu important en ce moment à travers la planète. Et on a eu un excellent panel. Tous nos panels étaient excellents, nos tables rondes, mais montrer justement l'importance de ces enjeux-là sur le plan international, sur le plan mondial, mais aussi à l'interne. Et on parlait de l'unité nationale, bon, mentionner le fédéralisme. C'est sûr que ça crée des tensions au sein de la Fédération canadienne, et je vais y revenir. Et ça, c'est lié à la distribution géographique des ressources naturelles. Est-ce qu'on a des ressources surtout non renouvelables qu'on exploite, comme par exemple en Alberta ou en Saskatchewan, ou si c'est de ressources renouvelables, l'hydroélectricité, par exemple, comme au Québec ou au Manitoba, ou même en Colombie-Britannique. Donc, ça crée des enjeux politiques importants, et c'est aussi essentiel sur le plan économique, parce qu'on parle beaucoup d'économie verte. Il y a beaucoup d'investissements qui se font dans le secteur privé, qui se font aussi au niveau des politiques publiques, au Canada et ailleurs dans le monde, et il ne faut pas manquer ce virage économique-là. Et donc, l'économie verte, c'est très important, et c'est lié directement à l'autre thème qu'on a abordé lors de cette conférence, l'économie du savoir, qui est liée à l'économie verte, mais qui aussi la transcende, qui est plus générale. Le rôle de l'éducation ici est absolument fondamental, mais aussi je pense, la coordination entre les différents niveaux de gouvernement, donc encore là, le rôle du fédéralisme, mais aussi le travail, la concertation entre le secteur privé, les universités et les gouvernements. Donc, l'économie du savoir, bon, ça recouvre des réalités quand même très différentes. Je pense que c'est lié aussi de plus en plus à la question de l'immigration, d'attirer les cerveaux, comme on dit. Mais on parle, bon, il y en a des gens qui parlent de fuite de cerveau, d'autres de circulation des cerveaux de la connaissance. La question de la circulation est quand même plus positive. On a beaucoup de Canadiens qui viennent de partout à travers le monde, et je pense qu'ils peuvent nous aider à rayonner aussi, à construire des réseaux, des relations avec des champs d'économie du savoir qui sont dispersés à travers la planète. Finalement, un autre enjeu vraiment global, la COVID-19 et la santé. Et on a eu un excellent panel sur la question, une excellente table ronde. Là, vraiment, on parle encore là de fédéralisme. Ça a été mentionné par Charles Breton durant son intervention. La concertation, la coordination entre Ottawa, les provinces, les territoires et aussi les municipalités dans le contexte de la pandémie. C'est sûr qu'on peut apprendre beaucoup de ce que les provinces et les territoires ont fait durant la pandémie, parce que certaines provinces se sont très mal débrouillées durant un certain moment de la pandémie, mais à d'autres moments se sont mieux débrouillées. Donc, le Québec a mal fait durant la première vague, mais bien fait comparativement à d'autres provinces durant la quatrième vague. L'Alberta et la Saskatchewan, c'est le contraire. Les provinces de l'Atlantique, en général, ont assez bien fait. Alors, il faut tirer des leçons de ce qu'on a fait durant la pandémie, tant au niveau fédéral que dans les provinces et les territoires, pour apprendre de nos erreurs, mais aussi de nos bons coups, parce qu'on a quand même bien fait. Par exemple, pour ce qui est de se procurer des vaccins à l'étranger, on en a fait beaucoup, et on a réussi à vacciner notre population rapidement.
Il y a eu des délais au début, mais maintenant, on est parmi les leaders sur la planète, mais il ne faut pas oublier d'aider le reste de l'humanité parce que la pandémie ne se terminera pas avant que la majorité des gens sur toute la planète soient vaccinés. Et on sait que sur certains continents, comme en Afrique, par exemple, les taux de vaccination sont encore très bas. Donc, il faut ici de la solidarité internationale, ce qui renvoie au rôle du Canada dans le monde. Et vraiment, c'est un enjeu qu'il va falloir continuer à articuler. Quand on parle de repenser le rôle du Canada dans le monde, la santé publique, c'est très important dans l'ère post-COVID et ce n'est pas la dernière pandémie à laquelle on va faire face. Et c'est un test pour le Canada en matière de leadership international et je pense qu'il faut vraiment conserver ça à l'esprit. An issue that we haven't really talked that much during this conference, and we didn't have a session on it, although it was mentioned several times, especially during the COVID-19 panel. Fiscal policy is absolutely important. When we talk about the future of a country, of any country, how you actually extract fiscal resources, how you spend the money, how you distribute the money across your territory. These are highly contentious issues, but they are also crucial for any country. And if you look in political science and sociology and history, authors like Charles Tilly, who have written about the emergence of the modern state, say in Europe, centuries ago, they have emphasized the role of taxation and the fiscal question more generally. So there are different aspects of the fiscal question. We tend to focus a lot on spending. And of course, we've seen during the pandemic, record federal spending, a deficit of more than $330 billion last year. Although, of course, our debt to GDP capita, our debt to GDP ratio per capita, debt to GDP ratio was relatively relatively favorable during the pandemic, and it's still stable or even declining a bit if we look at the projections in the coming years. But there is no balanced budget in sight. And of course, if the economy does well, then we might reach deficit zero sometimes in the future, but even by 2025-26, based on current projections, we're talking about a deficit of about $25 billion. Again, what matters is not whether we have a deficit or not. If it's a small deficit, it's not too bad. What matters the most is the debt to GDP ratio. Right now, interest rates are very low, so debt is cheap, but that might change. And when it will change, the cost of debt, public debt, will increase, and that could create really strong pressures on public finance. And it's not just at the federal level. Actually, we know very well that the fiscal challenges are greater at the provincial level and even the municipal level than at the federal level. Okay, the federal government has more fiscal capacity than the provinces and territories. As for the municipalities, they have limited sources of revenue, and they rely a lot on property taxation. And so they have a tendency to put many of their eggs in one basket, and that's a challenge. Let's talk, I'm talking already about taxation. There is this famous quote by a former US Supreme Court Justice, Oliver Wendell Holmes: taxes are what we pay for a civilized society. Now, the language of civilized society is a bit outdated. Wendell Holmes died in 1935. This is an old quote. Today, we'll probably just say taxes are what we pay for a well-functioning society, right? Or taxes are what we pay for a modern society. But what is sure is that there is tendency in this country, in other countries, to avoid talking about taxation, especially about tax increases. When it's time to talk about tax fairness or taxation, some political parties tend to focus on taxing the rich only, and politicians are really afraid to talk about increasing taxes for, say, middle-income earners, people who are not necessarily rich, but people who are not obviously at the bottom of income distribution. And I think we need to have an adult conversation about taxation in this country. There's no free lunch.
if we want to expand our role in childcare, in pharmacare, in many other areas, you look at the electoral pledges of some of the political parties during the last federal campaign. There's a lot of spending promises or ideas that might be quite costly. And we have to understand that Canada, if you look at the OECD, we are not paying that much taxes. We are below, in terms of the tax burden, we are below the OECD average. And if we want to have better social services, better policies, maybe something that's more like you find in some European countries, we'll need to have higher tax revenues, and we need to have a conversation about taxation. The GST, for example, was lowered during the Harper years, the rate was lowered by 2 points during the Harper years, which was, I think, a bad decision from an economic standpoint. And many economists agree with me. I'm not sure this is something we should revisit now, obviously. It's time to rebuild the economy about COVID-19, but we need to find maybe new innovative solutions talking about taxation. And yes, we need redistribution, taxing the wealthy, progressive taxation is good, but what the lessons we get from Europe and people like Olivier Jacques from University of Montreal, former McGill PhD student, have written about this recently. We need to think about how we tax people more generally, and think about the diversity of the sources of tax income for our governments. We also need to talk about fiscal federalism, and that's a very contentious issue. As I said, the fiscal situation in the long run is more favorable for the federal government than for the provincial governments or for the municipalities on average. So the federal government has a major role to play because of its greater fiscal capacity to help provinces and sometimes municipalities to cope with the allocation of services, which can be very taxing, pun intended. So federal healthcare funding is a major issue. The provinces have specific demands about it, and they are on the table. There's consensus among the provinces about that. Ottawa is likely to give more to the provinces, but probably not exactly what they are asking for. And so we'll talk a lot about healthcare funding for, I think, the months and perhaps the years to come. This is something we like to talk about in Canada, and it's a very important topic. The Canada Health Transfer is the most important aspect of fiscal federalism. When we talk about $45 billion a year, it's a pretty important program, and provinces receive money on a per capita basis. So all the provinces receive a proportional share of this healthcare money. Now, equalization is a different program altogether. It's much smaller than the Canada Health Transfer. It's about $20 billion compared to about $45 billion. But it's a zero-sum game here because it's not all provinces that receive equalization. It's only provinces that fall below a national average in terms of fiscal capacity. So lesser off provinces do receive equalization, and richer provinces don't receive equalization, but this can change over time. We adjust the equalization formula regularly, and every year, we update the payments and so forth, and we'll know soon what the payments will look like next year, and maybe other provinces beyond the ones that receive equalization right now will receive equalization again, because all provinces have received equalization at least once since the program was created in 1957. But some provinces like New Brunswick or Manitoba or Quebec have received money nonstop for decades and decades. So there is some stability there, but for other provinces like, say, Saskatchewan or Newfoundland and Labrador, tendency you can move in and out and then move in back again. And these are things that we have seen over the history of equalization. Equalization is contentious. We saw the recent referendum in Alberta, a referendum where people were asked about removing the principle of equalization from the Constitution. But then Jason Kenney, the premier, and others, people around him, said, no, this is not really about removing equalization from the Constitution, because in fact, we can't really do it on our own as a province, because you need 7 provinces to agree on this, representing at least 50% of the population, which is basically impossible politically to achieve enough support to strike that from the Constitution. So
supposedly that the referendum was about gaining some leverage for Alberta. But then, although the yes side won, people voted to remove equalization. More than 61%, I think 62% of people voted to remove equalization from the Constitution. But when you look at polling data, many people actually voted for another reason. They voted because they thought that Alberta will actually withdraw from equalization altogether, which is not the case. So there is quite a bit of confusion about this referendum. The question itself was clear, but all the discourse around it was quite confusing. And I'm thinking here the work of Jared Wesley and his team, Jared Wesley from the University of Alberta, who has done great work on the topic. Public opinion also polls about this. And his argument is that the referendum itself is probably not a good way to advance Alberta's interest, and that quiet diplomacy, as he calls it, is probably more effective for Alberta than direct confrontation, not just with Ottawa, but with other provinces, including and especially the 5 provinces that currently receive equalization, and I think will go probably above 5, maybe starting next year or the year after. I would also want to say that another colleague from Alberta, Trevor Toome, from the University of Calgary, really an expert of equalization policy, is showing that equalization is in need of repair, that there are major challenges facing the current equalization formula, that we probably need to appoint an expert body like Paul Martin did 15 or 16 years ago, to look into equalization. Because with the COVID-19 and changes in our economy, economic disparities among provinces have declined, and there are some issues the way the current equalization formula works. It's very complicated. People don't understand equalization well, and that's why it's really an object of a target for political manipulation on all sides of the political spectrum. It's very important to understand that equalization is important for national unity. It's important for solidarity, but fairness is a key issue. And I think that looking into equalization, trying to improve the current equalization formula is important. And we should take seriously regional grievances in this country. But again, diplomacy, intergovernmental diplomacy, a term that has been used in Canada for decades now, is really something that we need to invest in. One thing also that André Lecourt from the University of Ottawa and I have been pushing forward for more than a decade is the creation of an intergovernmental fiscal relations commission, the creation of an arm's length permanent equalization commission modeled on Australia's Commonwealth Grants Commission. And so the idea that instead of having this politicization of equalization, that it's basically elected officials make the decision and the work on equalization is done behind closed doors. We think that like Australia and other countries, we should make the discussion about equalization more transparent. We should appoint a permanent expert body that could actually revise the equalization formula, or at least make suggestions to Parliament every year on a regular basis, like they do in Australia, to really provide advice to government about how to improve equalization and maybe improve our other federal transfers, especially the Canada Health Transfer and the Canada Social Transfer. So we should not reduce the debate on fiscal federalism to equalization or even just to healthcare. There are many dimensions to it, and we think that an independent expert commission could be important here. Alongside this discussion, I'm part of an exciting team of people with the support of Canada West Foundation and the IRPP, the Institute for Research in Public Policy, the Intergovernmental Fiscal Relations Commission, which has not been officially launched yet, but we are working on it. And you can go on the website here, which is hosted by the Canada West Foundation, and learn about this project, this idea of a intergovernmental fiscal relations commission, which will deal with
funding for the territories, the provinces, but also municipalities, which are all often forgotten when we talk about fiscal federalism in this country. And that's very important to care about municipalities, especially we see in the context of COVID-19, how much their work is important on the ground in terms of providing services to the population. And so we have a constitution where provinces are perceived, quote unquote, as creatures of the provinces, but in reality, they play a major role and they need some wiggle room from a fiscal standpoint, and they rely too much, I think, on property taxes. So there's a lot of interesting things that we can talk about moving forward. And this new Intergovernmental Fiscal Relations Commission, which is not a permanent body, something I've advocated with André Lecourt, but a temporary commission that will last for a number of years, but not indefinitely, is something I think that we can help us think about the issues that I've raised today, and the issues, some of the other issues that have been raised by some of our panelists earlier today and yesterday. Well, let me tell you a bit about how Canada can benefit from the McGill Institute, from the study of Canada. We face many challenges in this country, but also tremendous opportunities in terms of the green economy I mentioned earlier, in terms of reconciliation, national unity. And this is our 25th anniversary conference. And we are thinking about, what we'll do over the next 5, 10, and even 25 years. And what's interesting is that we had our first formal strategic planning exercise earlier this year, and we hired a consultant, Christine Pichman from Paradigm Labs, and we work with our wonderful board members and with our staff on the vision really of the McGill Institute for the Study of Canada, and also our mission. And our vision is really to foster a broader and deeper understanding of Canada, which I hope this is what we've done since yesterday morning as part of this 25th anniversary conference. In terms of our mission, more concretely, we seek to enrich Canadian society by convening conversations about matters that are important to Canadians. Again, this is what we've done since the beginning of this conference and what we do all year long. Educating and engaging students to be active participants in Canada's future. We have at the McGill Institute for the Study of Canada a program, a minor in Canadian Studies. We have a minor in Indigenous Studies and a minor in Quebec Studies and community-based engagement. And it's very important, community-based learning. And it's very important that we keep the students in the loop, that we are here for the students. We want students to attend our events, to help out organizing some of our events. And we really believe in teaching students about, yes, the past, the country, our history, our institutions, the scholarship that has been produced about Canada over the years. But we also want our students to have some practical knowledge about how they can help improve Canada moving forward. So that's why we have a component dealing with, in our revised minor in Canadian Studies, dealing with public affairs in Canada. And we have courses that are really focusing on that area. Finally, of course, we are an institute located within a university. And although we have done a lot in terms of knowledge translation and having broader conversations outside the ivory tower, involving academics, but also people outside academia, and this is what we have seen over the last 2 days at this 25th anniversary conference, we also promote scholarship. We are at McGill, which is a top university, not just in Canada, but internationally. And we have now the MISC Research Fellows, faculty members from different units across campus, especially across the Faculty of Arts, who come to MISC to get some support for their research, but also to organize our new annual conference for graduate students, graduate student research. And we have also money, and we support every year MA and PhD students at McGill who work on Canada.
So we support research at the graduate level and also research conducted by faculty members. Quand on parle des priorités stratégiques de l'Institut d'études canadiennes de McGill, en matière de sensibilisation et de mobilisation du public, on veut organiser des événements qui offrent vraiment des conversations significatives sur le Canada. Des conversations, on aime ce terme de conversation parce qu'on ne veut pas chercher la controverse à tout prix. On veut des discussions constructives, ouvertes, où évidemment on laisse place à la différence, à la mésentente, mais aussi quand même à la recherche de consensus et des gens d'horizons divers qui discutent souvent dans les 2 langues officielles pour vraiment essayer de trouver des solutions à certains problèmes contemporains, mais aussi réfléchir sur notre identité, sur notre passé et sur notre avenir de façon plus générale. En matière d'enseignement, au premier cycle, on veut renforcer notre programme en études canadiennes, notamment en réouvrant ou en améliorant notre majeur, notre bac en études canadiennes, ce qui, on l'espère, se fera bientôt. Et aussi, évidemment, on veut améliorer notre interaction avec les étudiants pour que vraiment ils puissent vraiment connaître nos conférenciers. C'est plus difficile avec la pandémie, mais lorsqu'on va retourner à des activités au moins en partie en personne, vraiment que les conférenciers, que les gens de l'extérieur de l'université puissent interagir directement avec nos étudiants pour leur donner une vision de la société canadienne dans son ensemble, mais aussi les aider à naviguer le marché du travail et de voir les opportunités qui s'offrent à eux s'ils veulent vraiment améliorer la société canadienne. Finalement, la recherche, on veut renforcer l'accent qui est mis sur la recherche interdisciplinaire au Canada. On est prêt à explorer différents partenariats avec d'autres instituts, d'autres centres, d'autres universités même, et on veut vraiment façonner l'agenda quand on parle de recherche sur le Canada à McGill, surtout dans la faculté des arts, mais au-delà, en collaborant avec d'autres unités sur le campus et ailleurs. Donc, on a des stratégies très claires. Et si vous allez sur le site web de notre institut, vous allez voir que le plan stratégique beaucoup plus détaillé est disponible dans les 2 langues officielles. Donc, vous pouvez le lire en français ou en anglais, ou dans les 2 langues, si ça vous amuse de comparer les 2 versions. Je pense que cette vision stratégique-là est importante et elle est aussi ancrée dans un respect pour le bilinguisme, la réconciliation, l'inclusion et l'antiracisme. Et ça nous tient vraiment à cœur et ça fait partie de notre vision, ça fait partie de ce nouveau plan. Donc, on va essayer de mettre en œuvre au cours des prochaines années. La conférence que vous avez entendue aujourd'hui et hier, ça vous donne un avant-goût de ce qu'on veut faire et des enjeux qu'on va discuter, des thèmes que j'ai identifiés plus tôt, qu'on a discutés. Ce sont des thèmes qu'on va discuter à nouveau au cours des années à venir, mais on va aussi discuter d'autres thèmes. Donc, si vous voulez organiser des conférences, des événements avec nous, si vous voulez peut-être avoir des interactions avec nos étudiants en matière d'activités parascolaires, de visites de musées ou d'autres projets, vous pouvez toujours me contacter ou contacter le reste de notre équipe à l'Institut d'études canadiennes de McGill. As we say in English, we are open for business. We like to collaborate in terms of outreach and public events, in terms of undergraduate teaching, and in terms of graduate and postgraduate academic research. Last word, of course, I think Canada has a bright future, and so does MISC, the McGill Institute for the Study of Canada. As I said earlier regarding foreign policy, that's true for our institute, and that's true for Canada more generally. We should not sit on our laurels because this country faces major challenges, and we must address them together. In order to address these challenges, we must identify them, but also see the opportunities that arise from these challenges, which are often 2 sides of the same coin. MISC will be there to help Canadians from all backgrounds and regions of the country. That's very important for us.
that's a part of something that I care a lot about the director. As someone who lived out west for many years in Alberta and Saskatchewan, originally from Quebec, I also live in Europe and in the United States. I like to bring people together to create dialogues, conversations, compare Canada with other countries, but also help Canadians from coast to coast to coast to understand what's happening in different parts of the country while keeping an eye on the big picture and what Canada is more generally, but being attentive to what's happening in the different provinces, territories, regions, even at the local municipal level. It's a very rich country, very diverse country from an ethnic standpoint, in terms of visible minorities, indigenous peoples, les francophones, les anglophones, les allophones, les deux langues officielles, les langues autochtones. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui nous intéressent. On veut que ce soit une discussion ouverte avec les gens dans le public en général, avec les journalistes, avec les décideurs politiques, avec les universitaires, avec les étudiants, tout le monde qui veut discuter de l'avenir du Canada et aussi de réfléchir sur son passé et la situation actuelle est vraiment le bienvenu à l'Institut d'études canadiennes de McGill. Je voudrais maintenant conclure cette conférence avec quelques remarques générales. Donc, je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont joints à nous au cours des 2 derniers jours dans le cadre de notre 25e conférence annuelle. Merci à tous les conférenciers et modérateurs, modératrices, conférenciers, conférencières, modérateurs, modératrices, pour leur participation, ainsi qu'au conseil d'administration et au personnel de l'Institut d'études canadiennes pour leur aide durant la préparation de cet événement virtuel. On espère que notre prochaine conférence se tiendra, certaines de nos activités se tiendront en face à face, en présentiel, dans un avenir rapproché. On espère dans la nouvelle année, peut-être. Ce qui est clair, c'est que maintenant, vous allez pouvoir partager les différents enregistrements parce que tout ça, la conférence au complet va se retrouver sur YouTube. Et donc, on va annoncer ça dans les médias sociaux au cours des prochaines semaines et vous allez pouvoir partager les enregistrements des différentes tables rondes et des discours qui ont été prononcés durant la conférence. On the behalf of the McGill Institute for the Study of Canada, we hope that you enjoyed this conference and we look forward to more conversations about the past, the present, and the future of Canada in the years to come. To learn more about MISC's academic programs and public events, you can sign up for our newsletter on our website, misc.ca/MISC, McGill.ca/MISC, M-I-S-C, or you can just Google MISC McGill and you will find us, and we have a bilingual website en français and in English. To follow us on social media, you can go at MISCAN. So for example, on Twitter, it's MISCAN, so M-I-S-C-C-A-N. Thank you. Merci beaucoup. On espère vous revoir très bientôt. Miigwech. All the best.